soudanais et des groupes rebelles ont signé samedi à Juba un accord de paix historique, un acte qui doit mettre fin à 17 ans de guerre meurtrière. On en parle dans cette édition. En Guinée, les tensions politiques s'intensifient à l'approche de la présidentielle. Le président Alpha Condé, qui brigue de manière controversée un troisième mandat, a appelé samedi ses partisans à ne pas basculer dans la violence. Le héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusisa Bagina, restera en prison avant d'être jugé notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion, la justice rwandaise ayant refusé de le libérer sous caution. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le gouvernement soudanais et des groupes rebelles ont signé samedi à Juba un accord de paix historique, un acte qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Le texte a été également paraphé par des médiateurs et diplomates tchadiens, qataris, égyptiens, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. La cérémonie s'est déroulée à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Reportage. La cérémonie s'est déroulée à Juba, la capitale du Soudan du Sud. L'accord de paix historique signé est composé de 8 protocoles: propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés. Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l'intégration des combattants dans l'armée. Après de longues et difficiles négociations entre le gouvernement de transition du Soudan et les différents groupes d'opposition, nous sommes tous ravis d'assister aujourd'hui à la signature de l'accord de paix de Juba. Nous sommes également ravis d'avoir réussi cette prouesse malgré les énormes défis auxquels notre propre pays est confronté. Le vice-président soudanais Mohamed Hamdan Daglo, un commandant de milice paramilitaire au Darfour, plus connu sous le surnom de MT, a signé l'accord au nom de Khartoum. Il était entouré du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain, et du Premier ministre Abdallah Hamdok. نؤكد مجددا أننا في هذا اليوم التاريخي ألا رجعة ثانية للحرب. En ce jour historique, je voudrais vous réaffirmer que nous ne reprenons pas la guerre et que nous tenons à mettre en œuvre tout ce qui a été convenu dans tous les domaines ou accords, dans les régions et en ce qui concerne les mesures de sécurité, le système judiciaire et les questions politiques. Il ne fait aucun doute que les résultats de cet accord apporteront un soutien au gouvernement de la période de transition. Côté insurgé, l'accord a été signé par le Front révolutionnaire du Soudan et le principal groupe rebelle du Darfour, le Mouvement de libération du Soudan. L'accord que nous avons conclu aujourd'hui aborde les questions des parties prenantes, des personnes déplacées, des réfugiés et des victimes dans toutes les régions du Soudan, en particulier au Darfour, et je salue tous nos concitoyens au Soudan et dans les campagnes. Le mouvement de libération du Soudan, branche d'Abdel Wahid Nour au Darfour, a quant à lui refusé de signer. Un autre groupe, le SPLA Nord d'Abdelaziz Alioulou, a signé un cessez-le-feu séparé qui permet aux rebelles de conserver leurs armes pour assurer leur propre protection jusqu'à ce que la constitution soudanaise soit amendée pour y garantir la séparation de l'État et de la religion. En Guinée, les tensions politiques s'intensifient à l'approche de la présidentielle pour laquelle le président Alpha Condé brigue de manière controversée un troisième mandat, appelant hier samedi ses partisans à ne pas basculer dans la violence. Le chef de l'État a déclaré, allusion faite à l'opposition, qu'on ne prend pas le pouvoir dans le sang en cassant des véhicules et en provoquant les autres. La campagne électorale guinéenne a toutefois déjà été marquée par la violence. Un homme a par exemple été abattu mercredi lors d'affrontements dans le centre du pays, fief de l'opposition. Des dizaines de personnes ont également été tuées lors de manifestations s'opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé.
Les chefs des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé demande le report de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire et plaide en faveur d'un dialogue inclusif pour un scrutin apaisé. Il a fait par visioconférence depuis l'Haye où il est en liberté conditionnelle lors d'un meeting de l'opposition à l'appel de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Un meeting qui a rassemblé près de 2000 personnes à Anono, un quartier d'Abidjan. Présent à ce rassemblement, Pascal Afine-Guesson, candidat à la présidentielle, a déclaré pour sa part que le président ivoirien Alassane Ouattara a réussi à réconcilier contre lui tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, restera en prison avant d'être jugé notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion. La justice rwandaise ayant refusé en début de week-end de le libérer sous caution. Il a été rendu célèbre par le film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'Hôtel des Mille Collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé des milliers de vies au cours du génocide rwandais. Les images. Accompagné des gardes du service correctionnel du Rwanda, le héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, marche vers le tribunal avec espoir de recouvrer sa liberté. Hélas, les juges lui ont notifié devant son avocat qu'il restera en prison avant d'être jugé notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion, la justice rwandaise ayant refusé vendredi de le libérer sous caution. La police rwandaise avait annoncé fin août l'arrestation dans des circonstances troubles de ce féroce critique du gouvernement de Paul Kagame qui vivait en exil aux États-Unis et en Belgique depuis 1996. Une première demande de libération sous caution avait été déjà rejetée. Âgé de 66 ans, Rusesabagina avait fait appel de cette décision, invoquant sa santé fragile. Il restera désormais en prison jusqu'à son procès. Son avocate, maître Emilienne Niambo, a déclaré à la presse préparer maintenant la défense de son client. Lors d'une audience devant la justice rwandaise fin septembre, Rusesabagina a admis avoir participé à la création d'un groupe rebelle, les Forces de Libération Nationale, mais il a nié toute implication dans leur crime. Sa famille accuse ses avocats d'agir pour le compte de l'État. Mon père est entouré de gens qui veulent qu'il tombe, a déclaré jeudi son fils, Trésor Rusesabagina. Dans une récente interview accordée à New York Times depuis une cellule de Kigali, Rusesabagina avait déclaré qu'il pensait se rendre au Burundi fin août, mais que le jet privé dans lequel il était monté avait finalement atterri par surprise au Rwanda. Human Rights Watch a dénoncé une disparition forcée dont les autorités rwandaises doivent répondre. Des Libyens ont à nouveau manifesté contre la détérioration de la situation sécuritaire et leurs conditions de vie. Ils se sont réunis à la place des Martyrs à Tripoli, la capitale libyenne, sous contrôle du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Voici les détails. Enfants, jeunes et adultes, toutes les générations en Libye étaient à nouveau réunies pour s'insurger contre leurs conditions de vie. Pancartes en main, scandant des slogans, ces Libyens ne cessent depuis des mois de dénoncer la corruption, la détérioration des services publics, les fréquentes coupures de courant et d'eau et les longues files d'attente devant les stations d'essence dans un pays qui dispose pourtant des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Il y a quelques semaines, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est dit déterminé à combattre la corruption et a promis un prochain remaniement ministériel. Le choix des nouveaux ministres se fera sur la base de leurs compétences, leur capacité et leur intégrité, a souligné Sarraj. Si ce projet est contesté, il a prévenu qu'il était prêt à recourir à des mesures exceptionnelles pour effectuer ce remaniement. Mais ces promesses ne semblent en rien freiner l'engagement de ces Libyens à se faire entendre. En Tunisie, les autorités ont averti que les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de malades ayant contracté le nouveau coronavirus, appelant au respect des gestes barrières pour éviter un autre confinement désastreux pour l'économie du pays. Au moins 345 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 120 nécessitant un apport d'oxygène. On manque de ressources humaines dans les services de réanimation pour pouvoir augmenter rapidement les capacités hospitalières.
a relevé le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. Selon lui, 345 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 120 nécessitant un apport d'oxygène. La Tunisie, qui avait quasiment circonscrit la pandémie fin juin avec 1 millier de cas et 50 morts, a levé la plupart des mesures de restriction durant l'été. Mais le nombre de cas confirmés atteint désormais les 20 000, dont près de 300 décès. Des hôpitaux de campagne doivent être mis en place dans plusieurs villes, a indiqué vendredi le ministre de la Santé, Fawzi Merdi. Le port du masque imposé début août dans les lieux publics fermés est resté peu appliqué par le grand public, comme par certains responsables. Un nombre de Tunisiens réclament une stratégie plus stricte. Le Premier ministre Hichem Mechi a exclu un confinement général de tout le pays, comme celui mis en œuvre au printemps, mais des confinements locaux sont envisagés. Un couvre-feu a été imposé jeudi dans les régions côtières de Sousse et de Monastir, ainsi que dans certaines zones autour de Sidi Bouzid, dans l'intérieur du pays, avec la suspension des marchés hebdomadaires et la fermeture des salles des fêtes. Des manifestations du personnel médical ont eu lieu ces derniers jours pour réclamer notamment des équipements de protection. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.